Bonjour, je suis Alexandre Girard, associé chez Aviseo Conseil. J'accompagne les entreprises en planification stratégique depuis plus d'une dizaine d'années. Nos clients nous demandent souvent, la stratégie, ça se passe comment, ça se vit comment dans les autres entreprises. Le plan A se veut d'être une série de conversations instructives qui jettent une lumière sur les dessous de la planification stratégique en entreprise. Comment font-elles pour aligner leurs équipes sur leurs ambitions? Comment travaillent-elles leurs enjeux d'affaires pour atteindre leurs fins? La main-d'œuvre est un enjeu qui est sur le radar des entreprises depuis de nombreuses années. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelles sont les conditions favorables à l'embauche pour s'assurer que les entreprises peuvent continuer de livrer les niveaux de service attendus de leur clientèle. Nous avons développé une approche pour identifier l'évolution des bassins de main-d'œuvre et les conditions favorables à l'embauche avec Synopsis Recherche. J'ai invité aujourd'hui Simon McDougall, qui est associé là-bas, et Julie Tardif, associée chez Iceberg Management, un cabinet spécialisé en gestion de ressources humaines, pour en faire la discussion. Julie va faciliter la discussion. Bienvenue Simon, bienvenue Julie. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Quel bonheur d'être ici avec vous deux, messieurs. Merci pour l'invitation. La chaise, elle est réchauffée. Tu as animé déjà quelques podcasts auparavant. J'espère te faire honneur aujourd'hui, Alexandre, avec mon animation. J'en ai aucun doute. Good. Et je suis super intriguée, en fait, parce que c'est une grosse étude que vous avez faite. C'est une grosse méthodologie qui arrive, en fait, juste en amont. Pour me présenter rapidement, chez Iceberg Management, on accompagne les organisations dans l'audit des pratiques en ressources humaines, en développement organisationnel. On diagnostique les problématiques des organisations. On fait de la refonte de programmes d'employés. Donc, on travaille toute l'expérience employée, la culture. On transforme le capital humain. Ça prend également des compétences pour pouvoir gérer ces organisations-là. Et donc, nos clients nous posent exactement les mêmes questions. C'est quoi les meilleures pratiques ailleurs? Comment innover? Comment se démarquer? Et votre étude arrive en amont, apporte d'excellentes données pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, je trépigne à vous poser quelques questions, mais j'aimerais que Simon également se présente brièvement avant que je puisse vous poser la première. Oui, bonjour Julie. Simon McDougall de chez Synopsis Recherche à Montréal, cofondateur associé là-bas. On est une firme qui faisons des enquêtes d'opinion, enquêtes d'opinion publique, en recherche marketing, en politique, en jeux sociaux, là, etc. On est des généralistes, puis on a collaboré avec Alexandre sur le protocole. Excellent. Et donc, quelles sont les conditions d'embauche à laquelle les employés acceptent, les candidats acceptent-ils de postuler? En fait, je sais que j'arrive avec la question sur les constats, mais j'aimerais vraiment connaître les constats, les premiers constats chauds que les auditeurs veulent savoir. À quelles conditions d'embauche les candidats étaient-ils prêts à postuler? Bien, écoute, avant de répondre à cette question-là, Julie, les entreprises, quand elles déploient leur marque employeur, il faut qu'elles comprennent qu'elles s'adressent à une toute petite strate d'une population donnée dans un périmètre donné. Donc, si on a 100 travailleurs dans une zone, peut-être que l'entreprise s'adresse vraiment à 2 ou 3 % de cette population-là, peut-être à 7 ou 10 %. Il faut bien définir sur quelle strate de la population on doit articuler le message. Ensuite, il faut comprendre dans quelle mesure est-ce que les travailleurs valorisent un salaire versus des primes, que ce soit des primes de rétention, d'assiduité ou des avantages sociaux. Donc, les conditions favorables d'embauche vont varier d'un secteur d'activité, que ce soit le commerce de détail ou l'industrie manufacturière ou une entreprise de services, puisque, dépendamment de la strate sur laquelle on s'adresse, avec un certain niveau de qualification, ça va venir être modulé. Mm-hmm. C'est ce qu'on découvre dans les recherches qu'on a faites à date, là, dans ce cadre de cette étude-là. Est-ce que tu as des punchs pour nous? Mais quel punch tu t'attends exactement? Est-ce que c'est surtout le salaire ou est-ce que la rémunération indirecte, elle a un impact ou est-ce que... On parle souvent en ressources humaines, là, la marque employeur, l'expérience employée. On va parler de rétention un peu plus tard, mais pour l'attraction, concrètement, est-ce que la rémunération indirecte, elle a un impact pour le client chez qui vous avez fait cette étude-là ou finalement, c'est encore le salaire qui prime, par exemple? Bien, dépendamment... Bien, vas-y. Ouais, non, ben, moi, j'allais dire, en retour sur ce qu'on se disait, puis une réponse après partielle. Je dirais, un des constats de l'étude aussi, c'est qu'il y a une grande variabilité. Au Québec, on est rapide à dire on fait face à une crise, une pénurie de la main-d'œuvre qui frappe tous les secteurs. Mais c'est vrai, mais elle frappe différemment différents secteurs, puis elle frappe différemment les différentes régions du Québec. C'est encore plus vrai quand l'entreprise n'est pas délocalisée, donc elle a un lieu où elle doit avoir des travailleurs physiquement, puis qu'elle va tirer
ces travailleurs à partir d'un bassin de main-d'œuvre physique, avec un périmètre géographique autour de l'usine. Les conditions locales sont souvent très variables d'une région à l'autre. Donc, l'étude, elle montre ça, puis elle permet aux entreprises de faire face à ça. De dire, je suis content de savoir ce qui se passe au Québec de façon en moyenne, de façon générale, mais moi, dans mon secteur d'emploi, dans ma région, que se passe-t-il? Ce que j'ajouterais, disons, sur le punch, c'est que ce qu'on a tendance à voir, c'est que c'est vrai que les travailleurs ne passent pas autant de temps qu'on voudrait qu'ils passent à déchiffrer toutes les offres d'emploi. Et donc, plus la complexité augmente, moins le message a tendance à passer. Je le dirais comme ça. Dans les stratégies d'attraction, on peut vouloir vendre nos valeurs, l'esprit d'équipe, etc. Le candidat doit y croire vraiment solidement pour que ça soit. Dans l'attraction, Money Talks, c'est le salaire qui est la première des caractéristiques. Ça va varier, encore là, une fois, d'un secteur d'activité à une autre, puis d'une région à une autre. Il y a des bassins de main-d'œuvre qu'on sait sur certains secteurs qui sont déjà épuisés. C'est pour ça qu'on entend autant parler de main-d'œuvre étrangère, parce que c'est des bassins dans lesquels il y a une attrition dépendamment du secteur d'activité. C'est vrai en agricole, c'est vrai en transformation alimentaire, c'est vrai dans l'industrie manufacturière. Puis le salaire pour ces substituts à la main-d'œuvre locale est encore là de première importance. Bien, merci, Alexandre. En fait, je me questionnais aussi sur les impacts de l'étude. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Après 3 mois d'implémentation, chez un des clients chez qui on vient de faire les recommandations, donc 3 mois après que nos recommandations ont été implémentées, ce qu'on voit, c'est une grande augmentation du nombre de personnes qui se présentent. Donc, la capacité organique de générer des candidatures en affichant des postes, elle est retrouvée. Pour l'instant, c'est de l'ordre du double, donc du nombre de personnes qui appliquent sur les postes qui sont affichés, comparativement à avant que les mesures soient mises en place. Donc, c'est une grosse différence. Incroyable. Mais en plus d'avoir plus de candidatures, un plus grand nombre de candidatures en nombre absolu, c'est la qualité des gens qui viennent appliquer qui est assez remarquable. Donc, c'est des gens, puis je reviens sur ce que tu viens de dire, le salaire permet parfois d'aller attirer des gens qui sont intéressés par l'industrie puis qui sont prêts à y passer du temps puis à s'investir dans une carrière, ce qu'un salaire plus faible ne permet pas de faire, où on va aller chercher des gens qui sont à la recherche d'un emploi peut-être à plus court terme puis qui vont poser des problèmes de rétention plus difficiles à régler plus tard là, pour des gens, des firmes comme la tienne. Mais donc, plus de candidatures à l'embauche et la qualité de ces gens-là, donc l'adéquation avec les postes est meilleure, ce qui fait que la rétention est, en ce moment, 3 mois plus tard, à peu près 2 fois meilleure que ce qu'elle était avant. Donc, c'est des conséquences importantes là, sur les pratiques d'attraction et de rétention. En ciblant bien la strate à laquelle on s'adresse, Simon parle de qualité des candidats. Ce qui était noté, c'est l'éthique de travail d'emblée qui constatait. Avant, il y avait des candidats qui disaient « Ben oui, je peux commencer demain ». Maintenant, c'est des gens qui disent « Il faut que je donne un préavis de 2 semaines où je travaille présentement pour commencer pour vous ». Fait que c'est un gros... On a terminé les premières études avant Noël, donc on a peu de perspectives, mais c'est un message très, très fort reçu de l'employeur aujourd'hui de dire « On fait affaire avec une autre type de cohorte à laquelle on faisait affaire ». En comparaison à laquelle il faisait affaire avant. Je trouve intéressant, d'ailleurs, qu'on ne peut pas mettre tous les bassins de main-d'œuvre dans la même enveloppe. C'est-à-dire que le salaire va pouvoir attirer des gens qui ont plus d'éthique de travail. C'est très intéressant. Mais on pourrait s'attendre à ce que les gens qui ont la même éthique de travail dans différents bassins de main-d'œuvre professionnels, le salaire n'aura pas d'impact sur leur intégrité ou sur leur éthique de travail. Alors que pour de la main-d'œuvre générale, on peut avoir une incidence directe par rapport à un salaire plus élevé. Et finalement, au niveau du salaire, toujours, il y a des personnes dans leur mi-carrière ou à la fin de leur carrière qui cherchent des défis professionnels, qui s'arriment davantage à leur mission de vie, plutôt que d'augmenter leurs conditions de rémunération. Parce qu'en fait, dépendamment du cycle de vie de l'employé, il y a des attentes salariales qui peuvent vraiment changer. Et donc, Simon parlait du profil qu'on vient attirer par des salaires plus élevés, mais il y a aussi tout l'aspect de la rémunération indirecte puis des défis professionnels qui va attirer un autre type de clientèle. Donc, je trouve ça très intéressant que l'étude se pose la question au niveau 360 de c'est quoi les composantes des conditions d'emploi qui vont avoir un impact.
Bien, Simon, quand on fait un panel national pour comparer les différences régionales puis les asymétries qui existent, on voit les strates démographiques sur toutes sortes de facteurs, ces asymétries, puis leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils aspirent à trouver dans un emploi. Oui. Moi, je trouve, exactement, le Québec, c'est pas une seule région. Le Québec, ce sont plusieurs régions. Puis donc dans le protocole, puis on le couvrira plus en détail, mais il y a une phase qui nous permet de faire une mesure sur l'ensemble du Québec, l'ensemble du territoire, puis de placer les choses, puis de donner du contexte. Pouvoir se dire, bon, mais si moi, mon industrie est dans telle région, puis je cherche tel profil de travailleur, comment est-ce que je me compare, puis dans quel genre de contexte est-ce que je m'inscris? Puis c'est très riche parce que ça nous permet de comparer, bon, mais dans mon industrie à moi, est-ce que je me bats contre des compétiteurs qui payent beaucoup plus cher ou pas? Est-ce que mes travailleurs ont conscience de la difficulté ou de la facilité relative de l'emploi qu'ils vont occuper? Une des choses qu'on voyait, par exemple, c'est que les travailleurs, par exemple, dans un secteur qui est davantage industriel, qui peut être physiquement demandant ou fait au froid, où il y a des charges à porter, les travailleurs comprennent. Les gens comprennent que c'est un travail difficile qui va être éreintant puis qui doit être compensé. Et donc, on le voit bien que, dépendant de la catégorie, dépendant de l'industrie, les attentes salariales sont très différentes. Mais en fonction des régions, on voit des grandes différences aussi. Puis la région, d'une part, il y a la proximité avec le bassin de Montréal, qui est un grand bassin où il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de choix, beaucoup d'emplois. Mais il y a aussi la présence de compétiteurs locaux, puis on y reviendra, mais qui font, dans certaines régions, qui, à prime abord, devraient être comparables. On devrait se dire, ces deux régions-là devraient démographiquement, économiquement, se ressembler beaucoup. Mais la présence d'un grand joueur, d'un grand compétiteur qui débarque avec une grande usine ou un grand magasin ou qui devient un grand employeur local va avoir un impact sur les conditions locales, puis les gens vont réagir à ça. Donc, ce qui était vrai il y a 5 ans, avant l'ouverture d'un compétiteur, peut ne plus être vrai aujourd'hui, puis doit être pris en compte dans les stratégies d'attraction. Et pourra ne pas être vrai dans le futur. Oui. Puis c'est là où on vient arrimer, Simon et moi, nos pratiques. Parce qu'avec les données du recensement, qui sont toujours un peu caduques, parce qu'ils viennent toujours quelques années après avoir été colligés, nous, en économie, on fait vieillir les cohortes démographiques. Puis c'est vrai, dans ta question, le premier postulat, c'est que tes attentes varient dépendamment tu es à quel stade dans ta carrière. Puis on voit qu'il y a un retard de la prise de retraite des cohortes qui sont plus âgées. Puis on peut voir s'il y a des conditions de travail qui sont plus difficiles à un certain âge, puis si notre bassin de main-d'œuvre va vieillir, puis toutes les régions ne vieillissent pas au même rythme. Comment est-ce que ça peut être soutenable ou insoutenable dans le futur pour une même entreprise qui a un budget à investir aujourd'hui? En fait, si la robotisation ne vient pas combler complètement nos enjeux de main-d'œuvre, pour même pas dire partiellement, je sais pas à quoi représente le pourcentage réel au Québec que la robotisation et l'automatisation comblent nos enjeux de main-d'œuvre, mais ça nous ramène à nos enjeux de recrutement et d'attraction. Comment savoir si une région administrative, une région est plus porteuse pour la main-d'œuvre, donc est plus prometteuse qu'une autre, par exemple? Bien, c'est là où je trouve que nous, dans ce qu'on a développé qui est intéressant, c'est le côté multidisciplinaire de l'affaire. T'sais. C'est notre capacité c'est ce qu'on a réussi à accomplir en combinant la lecture économique, dont je pense qu'il faut parler, parce que c'est tellement puissant, là, ce qui fait un portrait sur le terrain de ce qui se passe, puis du resserrement des différents bassins. Puis nous, notre expertise, qui est le travail d'enquête, donc d'être sur le terrain, parler aux travailleurs dans votre industrie, pour ton usine, ton magasin, ton lieu de travail. Puis où on est capable de faire un audit local des gens qui potentiellement peuvent être embauchés. Puis c'est la lecture de ces deux univers-là, c'est la jonction des deux, où on est capable de faire une recommandation de ce type-là. Tu veux-tu parler un peu de ton... C'est excellent. Bien, dans un premier temps, les données du recensement datent toujours un peu. Il va falloir faire vieillir les cohortes selon certaines hypothèses qui peuvent varier de région en région. Donc, il faut faire une extraction des données socio-économiques, démographiques de la région donnée. Souvent, les entreprises vont nous dire on va chercher à recruter dans un bassin donné. Puis là, ils disent
faut que ça soit une tank de gaz pour se rendre à la job. T'sais. Je pense que c'est peut-être exagéré un peu, mais ils vont dire, nous, on est confortable de cibler un bassin de 10, 25, 50 km de rayon autour d'un lieu de travail. Donc, on vient circonscrire ça, puis on fait vieillir la cohorte démographique dans ce bassin-là sur la base d'entretien qu'on fait avec les partenaires du marché du travail local, que ce soit des chambres de commerce, que ce soit des technopoles ou d'autres types de pôles d'emploi, sectoriels, non sectoriels. On essaie de croiser les secteurs pour comprendre quelles sont les tendances du marché du travail. Il y a certaines régions dans lesquelles il y a beaucoup de migration quotidienne. Si on pense à Lanaudière, Laurentides, Laval, Montréal, à ce confluent-là, la main-d'œuvre est très, très mobile. Donc, la mobilité de la main-d'œuvre va être un enjeu dans certains territoires. Puis nous, il faut y penser quand on fait l'extrapolation économique de la population, à savoir dans quelle mesure est-ce que je travaille vraiment dans mon rayon de 10, 20, 50 km. Puis ça se pose moins pour une entreprise qui est située à Matane ou à Cowansville. Il y a des zones naturelles dans lesquelles il y a moins de transit d'une région à une autre. Donc, le premier point de données en économie pour nous dans cette étude-là va être vraiment d'analyser les cohortes puis se poser la question, on va pouvoir avoir une disponibilité de combien de main-d'œuvre? Les entretiens puis les revues de presse nous permettent aussi de cibler les grands projets ou les grandes fermetures. Il y a beaucoup de projets d'annoncer récemment à Bécancour. On se dit, il y a quelque chose qui va se passer avec la main-d'œuvre dans cette région-là. Il y a beaucoup de projets qui vont se mettre en branle sur des emplois qui demandent beaucoup de qualifications. Donc, il faut tirer les conclusions puis mettre tout ça en perspective. Puis, on vient croiser vraiment avec la recherche marketing cette information-là pour pouvoir venir identifier les régions porteuses selon le type d'emploi qu'on va chercher à combler. Puis, c'est là où Simon et son équipe font vraiment une solide job. Puis d'ailleurs, dans ce qu'Alexandre et son équipe font, c'est ce que tu racontais, là, ils font le tour des grands projets dans la région, dans le bassin, là, qui existent ou qui sont lancés, ou qui viennent d'être lancés ou qui vont être lancés. Puis c'est vrai que nous, il y a des fois où on compare des régions où sur papier, on s'attendrait à ce que les attentes salariales soient les mêmes ou que l'impact des conditions de travail sur le recrutement soit similaire parce que sur papier, les régions se ressemblent. Puis on voit des régions qui sont significativement différentes, qui agissent là, vraiment de façon différente. Puis souvent, dans le travail de recherche, c'est Avisio qui est capable d'identifier « Ah, mais c'est parce qu'il y a tel compétiteur qui vient de débarquer. » Puis eux, l'offre qu'ils mettent sur la table aux travailleurs locaux est tellement différente, tellement forte, qui viennent créer une poussée dans le marché qui change les attentes. T'sais. Donc, c'est assez fondamental. Là, ça change la façon dont les travailleurs sont prêts à interagir avec une offre d'emploi, juste parce que je sais que dans le village d'à côté, dans la ville d'à côté, telle usine vient d'ouvrir, tel restaurant, pas restaurant, mais telle usine ou tel grand employeur vient d'ouvrir, puis offre un salaire supérieur. Là, À quel point les données sont intéressantes, sont précises? T'sais, on dit, on rencontre, j'ai entendu, vous rencontrez des employés, vous faites des rencontres pour comprendre les conditions, mais à quel point c'est précis? À quel point qu'une région peut vraiment se dire, c'est mes données, puis s'approprier ces données-là pour en faire des stratégies? Bien, donc, nous, dans notre métier, on commence toujours par définir ce qu'on veut mesurer. Là, puis la première question, c'est où est-ce qu'on mesure? Dans quel territoire? La réponse courte, là, c'est qu'on peut être aussi précis à peu près là, qu'on veut. Donc, si c'est un projet qui est dans Cowansville puis que le projet veut recruter juste des gens qui habitent dans Cowansville, on est capable de faire ça. Si on veut être dans un projet qui est un peu en périphérie puis qu'on veut mesurer entre la 440, la 640, la 13 puis la 15, on est capable de faire ça aussi. T'sais, si on veut mesurer plus typiquement, ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait aussi venir tracer un rayon, disons, autour d'une usine, puis dire, dans un 20 km autour ou un 30 km autour, là, un rayon concentrique là, centré sur l'usine, on est capable d'aller mesurer donc la région, puis d'aller parler aux gens qui habitent dans cette région-là. Puis on a recours à différents types d'enquêtes. Là. Je
Je pense que les enquêtes les plus connues maintenant se font sur le web, là, via panel web. Donc, on utilise ces techniques-là pour tout ce qui est national. Donc, une lecture québécoise ou une lecture dans un grand centre, Montréal, ou toute la rive sud, toute la rive nord, le Grand Québec, on est capable de le faire comme ça. Si on va aller faire un espèce de deep dive dans une plus petite région, on passe à une méthode téléphonique qui existe encore puis qui nous permet d'aller travailler par code postal à 6 chiffres, là, d'être extrêmement précis. Puis dans cette région-là, ce qu'on fait, c'est qu'on parle à des gens qui sont dans la population active. Donc, on parle à des adultes de 18 ans et plus qui travaillent en ce moment ou qui pourraient considérer travailler. Parce que dépendant des employeurs et des industries, le retour au travail des gens qui ont pris leur retraite est possible. Donc, on considère... Donc, c'est la population active plus, là, disons. Oui, bien, en fait, tu parlais de 18 ans et plus, puis je pense aux géants du commerce de détail qui nous écoutent, qui sont plutôt en mode 15-16 ans et plus. Donc, est-ce que ça vous arrive également de pouvoir sonder la clientèle 16-18? Oui, on peut descendre à 16 ans sans problème. On peut descendre plus bas, un peu plus technique. Ça prend le consentement des parents, c'est un peu plus compliqué. La première question qu'on pose, c'est, bon, mais vous, comme employeur ou dans l'industrie, dans votre catégorie, il y a combien de gens qui sont intéressés? Tu sais, si j'ai 1000 travailleurs dans la région, il y en a combien qui considèrent qui seraient ouverts à travailler chez vous? Tu sais? C'est très différent s'il y a 30% des travailleurs qui disent « Moi, ça m'intéresserait de travailler chez vous », puis s'il y a 4% des travailleurs qui disent « Ouais, moi, je dirais pas non ». C'est très différent. Là. Tu sais, ça veut dire que si je travaille avec 4% des travailleurs, j'ai pas les moyens d'en échapper. Tu sais, il faut que je sois très convaincant, puis il faut que les conditions que j'offre soient suffisantes pour être capable d'activer ce bassin de main-d'œuvre-là. Si j'ai 30% des gens qui me rejettent pas, bien, la situation est évidemment plus simple. Tu sais. Fait que le diagnostic qu'on ajoute, donc c'est dans cette région-là très centrée, c'est quoi la proportion des gens qui seraient intéressés à travailler dans l'industrie? C'est quoi les barrières? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ils ne sont pas dans l'industrie? Est-ce que c'est juste le fruit du hasard? Ça se peut. Mais ça se peut aussi qu'il y a des problèmes de perception. Ça se peut qu'il y a des choses qui ne leur plaisent pas puis qui puissent être rectifiées dans des campagnes, dans tout ce qui est marque employeur, là, par exemple. Comment est-ce qu'ils se trouvent en ce moment dans leur emploi? Donc, il y a une opération séduction. Là. Ça veut dire que quand l'employeur est rendu à nous parler, il y a une opération séduction qui est en branle. T'sais. Ça veut dire qu'on va parler à des gens qui vont être intéressés à quitter. Puis, on va vouloir identifier qu'est-ce qui, dans leurs emplois actuels, se trouve à être une zone de vulnérabilité sur laquelle on peut tabler pour générer l'offre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être très local au niveau du rayon autour d'un lieu donné ou d'une municipalité ou que ce soit un territoire physique, peu importe comment on veut le définir. Puis, c'est important de pouvoir le comparer à une moyenne nationale pour pouvoir venir évaluer les écarts parce qu'on sait... Une des études qu'on a fait était sur plusieurs régions. On a étudié 5 bassins de main-d'œuvre plus 3 sous-bassins dans la région de Montréal. On s'est rendu compte qu'il y avait des très, très grands écarts au niveau des conditions favorables à l'embauche. C'est sûr que, puis là, ça dépend toujours du budget du client, etc. Quelqu'un ne pourra pas se comparer nécessairement sur plusieurs sites, même fictifs, mais de pouvoir faire un panel web national sur un secteur donné va pouvoir lever déjà certaines questions, parce que Simon mentionnait une frange de la population, dire est-ce que c'est 30% de la population à laquelle on s'adresse ou 4% de la population? On peut même dire, avec l'enquête nationale, étant donné qu'il y a un très grand nombre de répondants, combien de ce 4%-là, c'est des femmes? Ou du 4%, combien sont des nouveaux arrivants? La stratégie d'attraction va être différente. C'est-tu des femmes? C'est-tu des jeunes? C'est-tu des gens qui devraient être à la retraite mais qui ont décidé de ne pas prendre la retraite? Ils ne vont pas valoriser les mêmes affaires. Donc, c'est là où la recherche marketing peut ajouter énormément de valeur à des stratégies de main-d'œuvre. Puis, ce n'est pas un lien que je crois que les gestionnaires font à la base d'allier marketing, main-d'œuvre puis économie. Je terminerai en vous demandant en quoi votre approche est unique, parce que je l'entends, j'ai de l'expérience, mais comment qu'on pourrait mettre les points, les faits saillants sur l'unicité de votre approche? Bien, en fait, on répond à une question que peu traitent. Rétention, mobilisation, on en entend parler, puis les entreprises se questionnent. J'entends ton commentaire que parfois c'est peut-être un peu improvisé, manque de planification, mais les entreprises sont très conscientes du climat de travail dans lequel, parce que les gestionnaires travaillent eux-mêmes dans ce climat de travail-là, puis ils l'entendent au jour le jour.
Où il y a un vide, c'est on doit mettre quoi de l'avant dans l'attraction parce que les gens, on a des ornières, puis les gens disent beaucoup, ben voici ce qu'on a à offrir. Non, c'est que doit-on offrir? Puis on répond à cette question-là. On répond à quelle strate de la population, puis on prétend que l'étude aide à ne pas sous-payer et ne pas surpayer. Si tu es pour déclencher une réponse à 22, 24, 28 $ de l'heure, pas besoin d'offrir 32. Offre le juste prix, puis on essaye de donner un confort, de dire, écoute, si tu offres ça, le bassin de main-d'œuvre est stable ou le bassin est en forte attrition par rapport aux emplois disponibles, il va y avoir une pression supplémentaire, attends-toi dans 1 an ou 2. La donne démographique par rapport aux emplois disponibles sur un territoire va vers. Donc, dans quelle mesure, sur 2-3 ans, est-ce que ces conditions favorables à l'embauche devraient se maintenir? On n'a pas de boule de cristal, mais il y a tellement d'inconnus que si on peut fermer des portes pour ajouter un peu de clarté, c'est ce qu'on prétend pouvoir faire pour les entreprises. Très intéressant. Surtout, notamment, au lieu de penser à ce qu'on peut offrir, puis souvent vouloir le mettre de l'avant, on veut comprendre qu'est-ce qui est requis par le bassin de main-d'œuvre qu'on demande. Et donc, aller à chercher l'information pour arrêter d'improviser, finalement. Simon, voulez-vous là-dessus? Non, mais j'allais dire, moi, je trouve que tu as abordé un des points, moi, je trouve les plus intéressants. Ça permet aussi d'éviter de surcorriger. Donc, ça permet d'éviter, dans un moment là, où l'entreprise est sous tension, de dire on a un problème immédiat de main-d'œuvre, j'augmente les salaires. Ce que l'étude montre, c'est. En tout cas, ce que l'étude montre, c'est que il y a pour certaines industries dans certaines régions, les modifications aux conditions offertes n'ont pas besoin d'être si grandes que ça parfois pour obtenir l'effet escompté. Puis il y a d'autres industries dans d'autres régions où là, l'effet est important. T'sais. Donc, ce que l'étude permet de faire, c'est de fixer la fourchette. Puis dans la borne minimale, c'est en dessous de ça, il n'y aura pas de réponse. Puis la borne maximale, c'est par-dessus ça, on laisse de l'argent sur la table. Donc, on surpaye pour générer l'offre qu'on veut. Donc, c'est personnalisé à l'entreprise dans sa région pour être capable de générer la réponse, puis qu'elle soit capable de remplacer l'attrition, puis de staffer son usine sans surpayer. Donc, en résumé, votre étude et votre approche, en fait, que vous avez développée, parce qu'on parle d'une étude, mais au fond, c'est quelque chose que vous pouvez répliquer. Vous avez sondé des bassins régionaux. Vous avez vu que les bassins de main-d'œuvre réagissaient différemment sur certaines composantes ou conditions d'emploi. Et donc, le client, l'entreprise, l'industrie peut ajuster, arrimer ses stratégies d'attraction, son offre de rémunération globale, son offre d'expérience employée en fonction du bassin de main-d'œuvre qui a été sondé, dans lequel il évolue. Et vous pourriez aussi, dans le fond, le faire en hypothétique. Donc, une entreprise qui voudrait ouvrir dans une autre région pourrait bénéficier, bien entendu, de toutes ces informations-là. Mais on ne cherche pas nécessairement toujours à déménager ou à ouvrir. On peut le faire à même notre région dans laquelle on évolue déjà pour mieux arrimer nos stratégies. Puis toutes les sommes qu'on investit, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans l'attraction. Je pense juste à toutes les sommes qu'on donne à des agences de placement de personnel, par exemple, ou à des firmes marketing avec lesquelles on fait de la marque employeur. Mais parfois, il nous manque des données. Et ces données-là que vous nous avez exposées aujourd'hui sont très précises et sont très intéressantes. Merci infiniment d'avoir partagé ça avec nous. C'est très, très intéressant. Merci, Julie. Merci d'être venu à tous les deux. Merci, Alexandre. Merci, Alex. Bonne semaine. Bye.